merci à vous tous d'être encore là pour cette table ronde de clôture de ces conversations sous l'arbre dédiées à l'appel de la forêt. Donc, on a vu pendant ces 2 jours que la forêt, donc aussi bien pendant vos interventions que même pendant vos échanges avec le public, c'est avant tout une expérience personnelle. Donc, je pense qu'on va commencer par revenir un petit peu sur ça. Ensuite, on verra comment il est possible finalement d'encourager ces expériences au plus grand nombre. Et ensuite, on verra, c'est un peu corollaire, comment faire en sorte que cette expérience de la forêt soit toujours possible, ce qui veut dire comment faire pour protéger et préserver la forêt. Et donc, je vais commencer par un souvenir évoqué par Philippe Descola, qui dit « Par une très belle après-midi ensoleillée, j'étais en pirogue avec des Indiens hachuards. Nous étions au milieu du fleuve, le ciel au-dessus de nous était immense, le bruit du fleuve intense. Alors que je venais de réaliser que la première habitation était à plus de 80 km en aval comme en amont, tout à coup, j'ai eu la sensation, en dépit d'une grande solitude, ce qui n'est pas très sympa pour les Indiens qui sont avec lui, de faire pleinement partie du monde. J'avais la sensation d'être un minuscule grain de poussière dans un monde sans humains, et c'était merveilleux. » Alors, en gros, il a répondu ça parce qu'on lui a posé la question « Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de ce que l'écrivain Romain Rolland appelle le sentiment océanique ?» Donc, c'est une notion qu'il avait forgée dans une lettre en 1927 adressée à Sigmund Freud. Et donc, je vais commencer par là, parce que ça nous évoque un petit peu ce que nous racontait hier Muriel, à savoir le présent absolu, le temps suspendu. Est-ce que vous avez vécu déjà ce sentiment océanique quelque part ? Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure quand on a discuté. C'est vrai que je crois que cette première sensation en forêt primaire, elle est assez surprenante. Mais c'est pas océanique, enfin. C'est assez paradoxal comme terme quand il s'agit d'une forêt, quoi. Voilà. Non, je pense au contraire. Alors, on n'a certainement pas la même vision, nous qui sommes extérieurs à la forêt, que ceux qui y habitent. C'est des travaux qui ont été réalisés d'ailleurs pour voir ces différences de perception entre ceux qui habitent dans la forêt et ceux qui rentrent occasionnellement, ou même fréquemment. Moi, j'avais plutôt cette sensation qu'il y avait un nombre incroyable d'éléments que je ne pouvais pas percevoir et que j'étais plutôt, en fait, loin de tout ça. En fait, il y a une très grande distance, je dirais, qui se met. Et je n'avais pas du tout l'impression de faire partir de ce tout. Au contraire, en fait, ce tout, il fonctionnait très, très bien et sans moi. Il était vertigineux, en quelque sorte. Oui, mais je n'en faisais pas partie. Messieurs ? Je l'ai évoqué ce matin. Ensuite, ensemble, ça m'a rassuré que les scientifiques avaient eu la même sensation que moi. Quand on arrive dans ces forêts, dans ces univers, on est complètement dépassé, englouti. On est au début du monde, on ne sait plus du tout. Moi, je n'avais plus de repères, plus rien. Et je n'avais pas votre approche. Mais c'est juste simplement des sensations. Et cette sensation, j'y reviens, je ne sais pas, d'être à l'origine du monde. Au début, dans la Genèse, ou au début des choses, surtout en saison des pluies en Amazonie, c'est tellement intense, il tombe tellement d'eau, il y a des orages tout le temps. C'est tellement beau, merveilleux, c'est un immense opéra qui, moi, m'a électrisé. Ça m'a donné une force, une puissance créatrice incroyable. D'accord, non, mais je comprends. Et surtout, c'est des choses qu'on retrouve chez Baptiste Morisot. Quand il était parti dans la forêt de Bielowica en Pologne, il était revenu avec l'idée que chacun en nous porte en lui le souvenir de ce lieu mythique qui était la forêt originelle. Et donc, on est sur cette idée-là, quoi. J'aimerais rebondir sur ce que dit Descola, sur ce sentiment d'être presque rien du tout, perdu dans quelque chose d'immense. 80 km du prochain lieu habité, alors qu'il était à côté d'êtres humains qui étaient nomades, qui n'étaient pas liés à un lieu, mais qui étaient partout chez eux. Là, il y a un paradoxe, en fait, parce que se sentir perdu dans une immensité, c'est ce que disent certains aussi, que la Terre est un infime grain de poussière, de la poussière d'étoiles, perdu dans un immense cosmos. Et là, c'est vertigineux, mais pas d'une manière très agréable. Moi, je préfère voir la Terre comme étant un lieu dans lequel tout le cosmos est en train de pulser. Et c'est complètement différent.
Et pour moi, c'est beaucoup plus réel parce que je suis sans arrêt dans cette pulsation. J'ai mon battement de cœur, j'ai ma respiration lorsque je marche. C'est le cœur, la respiration, les pas, les bras qui sont dans ce rythme. Et lorsqu'on se met en marche de cette manière-là, on a vraiment, pas seulement le sentiment, mais on met en œuvre le fait qu'on est vivant, pulsant, en harmonie avec l'ensemble du cosmos. Et là, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que c'est un début de sentiment océanique, cosmique ou forestier global, très concret. Et d'entrer ensemble ainsi dans la forêt, j'associe beaucoup les choses avec la marche pour avoir ce sentiment océanique. C'est pas tellement être assis en méditation, mais aussi, bien sûr, mais en marchant ou alors en s'arrêtant à tel point que même les arbres deviennent mobiles, d'être immergé dans cette forêt où on voit pulser les arbres, dans cette pulsation végétale. Là, c'est encore une fois cette impression qu'il y a un cosmos entier qui s'exprime en nous, qui s'exprime dans la forêt. Et là, c'est cette unité entre notre pulsation et celle de la forêt qui a un peu de cette qualité-là. Francis Allais, à qui on posait la question, disait « Ma forêt préférée se trouvait sur l'île de Sumatra, mais elle a été exploitée et détruite. » Et alors vous, est-ce que vous avez une forêt préférée ? Une forêt préférée dans le sens, une localisation, parce que c'était la façon dont Francis finalement l'exprimait. C'était un endroit donné à un moment qui du coup n'existait plus après. Alors une forêt comme ça, oui, parce que c'est la première en fait primaire dans laquelle j'ai pu aller. Et donc elle se trouve dans le parc de Madidi. C'est où est-ce ? Voilà, c'est en Bolivie. Et alors c'était ma première expérience en véritable forêt équatoriale, donc ça a beaucoup compté, je pense. Cette forêt, elle était particulière parce qu'il y avait beaucoup de gens qui habitaient dedans. C'est des personnes qui, en fait, de façon très similaire à ce que vous avez montré tout à l'heure, c'était tout à fait le même contexte. Donc des gens qui s'étaient retrouvés, qui venaient d'endroits tout à fait différents. Il y avait des gens qui venaient de la montagne, donc de l'altiplano, qui faisaient partie d'ethnies très différentes. Il y a énormément d'ethnies en Bolivie. Et donc il n'y avait pas du tout initialement de vécu dans la forêt. Il y avait des gens qui avaient toujours vécu là. Et il y avait des gens qui venaient du sud, d'autres endroits. Et en fait, ils avaient tous ensemble créé ces villages, et ils vivaient là. Et alors ils étaient autorisés à vivre là, parce que c'est des parcs nationaux. Et ils vivaient de la culture du bananier. Donc ça veut dire qu'ils avaient automatiquement enlevé des morceaux de forêt pour construire ces bananiers. Et très souvent, en fait, on a tendance à rappeler à quel point la déforestation, notamment pour la culture, c'est mal. Je pense qu'il faut quand même relativiser quand on voit les gens qui en vivent. Et se rappeler que les bananes, elles n'arrivent pas au supermarché pour rien. Et que c'est des endroits qui sont effectivement tout à fait menacés, mais les hommes avec. Messieurs ? Exactement la même chose. Les populations que j'ai rencontrées, elles vivaient en sorte d'autarcie. Ils cultivaient un petit peu de manioc, ils pêchaient un peu, ils chassaient un peu. Quand j'étais hébergé là, j'avais compté dans la case, il y avait 10 objets manufacturés, il n'y en avait pas plus, qui étaient... ça va plaire à la designeuse qui était avec moi à table. C'était accroché, tout était accroché, suspendu, accroché, voilà. Les forêts où je vais, où on m'invite à choisir des arbres, je les trouve toutes absolument magnifiques, superbes, elles me surprennent à chaque fois. Et on a la chance d'habiter à côté d'une autre forêt, ça s'appelle la forêt de Verzé, où il y a ce qu'on appelle les faux, des êtres tortillards, naturels. Et ça, c'est un peuple de mystère, de magie, voilà. Mais j'ai pas une difficile de choisir, quoi. Ouais. Je comprends. À cette question, moi, j'ai pas une forêt globale, mais un endroit dans une forêt où tout petit, j'aimais bien y aller parce que c'était assez escarpé pour y aller à côté d'un ruisseau, d'une rivière, d'une cascade. Tout ça dans une sorte de canyon forestier. C'était très retiré, très difficile d'accès.
Et ce ruisseau continuait, mais au fond de ce canyon, personne n'allait jamais récolter des arbres. Vraiment un endroit genre forêt primaire, mais dans une région tout à fait habitée, mais avec une vraie forêt très sauvage. Et au pied de cette cascade, avec ce rocher par lequel il fallait passer pour descendre au pied de la cascade, mes premiers souvenirs me donnaient l'impression que là, là, c'est pas les humains qui avaient l'air d'être présents, c'était autre chose. J'ai l'impression qu'il y avait autre chose que simplement de la végétation ou bien des traces animales. Et l'une des belles surprises, lorsque j'ai été de nouveau invité à donner une conférence dans mon village, j'en ai profité pour retourner voir ce que c'était devenu. Et aux surprises, rien n'avait changé. Ah, c'est très rare. On y reviendra parce qu'effectivement c'est un aspect important, mais c'est quand même exceptionnel comme cas, quoi. Parce que justement maintenant j'aimerais aborder un petit peu avec vous quelque chose qui a traversé un petit peu toutes vos interventions, c'est l'idée de mémoire. Il a été question de mémoire de l'évolution, mémoire historique d'une région, mémoire d'une forêt, d'un arbre, mémoire de l'enfance. Et donc je voulais explorer un petit peu ce thème-là avec vous. Parce que par exemple, vos diapositives ce matin, l'une d'elles m'a évoqué une énorme tranche de séquoia qu'on trouve à l'entrée de la galerie de botanique au Muséum national d'histoire naturelle, qui fait 2,7 mètres de diamètre, et donc qui avait été offerte à la France en 27, et que ça récapitule plus de 2000 ans d'histoire. Donc ils ont, par des petites plaques en cuivre, ici, fondation de l'Université de Paris en 1100, là, débarquement du Mayflower, 1620, etc. Donc là, on est, alors c'est pas un sentiment océanique, mais on est sur des temporalités complètement différentes, sur des histoires de mémoire complètement différentes. Et je voulais voir avec vous ce que ça pouvait vous évoquer comme idée de jouer sur cette mémoire pour finalement faire passer des idées favorables à l'expérience de forêt, à donner envie au public de faire cette expérience-là. Alors c'est marrant parce que du coup j'en profite pour rebondir un petit peu aussi. On va faire que rebondir là. Je me suis dit que finalement j'aurais peut-être rajouté quelque chose à la question d'avant, mais finalement ça rend bien avec celle-là aussi. Il y a une autre forêt que j'aime beaucoup, c'est celle où j'emmène les étudiants. Alors c'est pas une forêt, c'est peu importe la forêt. Tant que j'y emmène les étudiants. Et alors, j'y vais pas toute seule, j'y vais avec plein d'autres enseignants qui font des choses tout à fait différentes. Et je pense que ça, la façon, déjà le simple fait de les y emmener, le fait de les imprégner de choses qui sont tout à fait différentes. Quand je dis tout à fait différentes, moi j'arrive avec mon approche botanique, il y en a qui arrivent avec leur approche mécanique, il y a vraiment énormément de choses. Et je pense que le fait d'être capable de tenter, le fait qu'on essaye de couvrir tous les aspects de cette forêt, avec un public qui la soit est en partie averti, puisqu'il s'agit d'étudiants, mais c'est des étudiants qui viennent de partout, qui viennent de tous les domaines, ils n'ont pas forcément la même prise de conscience que nous. Donc, je pense que le fait de communiquer ça sous le plus d'aspects possible est peut-être une des façons les plus fonctionnel de garder cette mémoire de ces endroits, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que juste cette approche-là, il y en a plein d'autres, et vous gardez celle que vous voulez. D'accord. Christian, parce que beaucoup de vos œuvres sont finalement fondées sur cette histoire de mémoire. D'ailleurs, ça m'a évoqué ce qu'on peut voir à Chaumont, dans la Zinerie, les travaux de Sophie Zénon sur les impacts de la guerre sur la végétation locale, les espèces introduites au gré des mouvements des armées, etc. Mais donc vous aussi, dans vos œuvres, la mémoire est cruciale et centrale. Ce que je veux transmettre, moi, avec mes dessins et mes sculptures, c'est mon émotion, j'ai envie de dire primaire, la première émotion, la double émotion, celle des arbres qui ont souffert pendant la guerre, qui sont synonymes de la souffrance des hommes, et ma première rencontre avec la forêt primaire. Et je ne me suis jamais mis dans la situation de vouloir inviter les gens à aller en forêt. D'accord. Ernst ? Pour essayer de faire se rejoindre toutes ces dimensions, on a pensé mettre en place, c'est en train de se réaliser, un projet qui s'appelle Les arbres liens.
les autorités, les propriétaires forestiers, on leur suggère d'inviter la population locale de venir leur montrer les arbres qui comptent pour elles, pour tous les gens, les promeneurs qui viennent se promener dans la forêt. Et ce qu'on sait très bien, c'est qu'on fait toujours à peu près les mêmes parcours. On a un parcours court, moyen, long, que ce soit seul, avec quelqu'un, avec son chien, etc. Et finalement, lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on s'observe ou lorsqu'on est avec quelqu'un, on se rend compte qu'on s'arrête toujours à peu près aux mêmes endroits. Il y a des endroits particuliers de ce parcours qui sont importants pour nous. Et lorsqu'on va chercher un peu de réconfort dans la forêt, on ne va pas auprès des très beaux arbres, des grands champions qui seront les premiers à passer à la scierie. On se sent très proche des arbres qui ont aussi souffert et qui sont encore là, qui ont traversé les difficultés, qui sont tordus, qui ont été à moitié déracinés ou comme ça, et qui sont encore là. Des arbres résilients. Et c'est auprès de ces arbres-là qu'on a une espèce de connivence qu'on aime bien retrouver. Et le drame, c'est que les forestiers qui sont une fois dans une section, une fois dans l'autre, etc., passent dans la forêt d'une zone à l'autre pour les récoltes de bois. Si déjà on est ici, cet arbre qui n'a vraiment aucune allure, qui est vilain, on va aussi le prendre, ça fera du bon bois de feu. Et là, c'est un drame, parce qu'on prend quelque chose de très précieux pour quelqu'un de non-forestier, et pour le forestier, ça n'a même pas de valeur. Donc c'est un double drame, un peu ridicule. Une question de regard particulier. Le regard particulier. Donc la proposition, c'est que les forestiers invitent la population à venir leur montrer les arbres qui comptent pour elles. Et là, on établit un pacte qu'on ne va jamais vous toucher ces arbres-là. De toute façon, ça nous est égal qu'ils restent ou qu'ils ne restent pas. Et ça rassure énormément les gens qui savent qu'ils ont dans la forêt des amis dont ils sont responsables de la protection. Si ces arbres continuent de vivre, c'est grâce au fait qu'ils ont désigné ces arbres et grâce au fait que les forestiers sont devenus sensibles en fait à cette dimension qui est aussi une dimension de la forêt. Et ça a pour conséquence et là ça demande un peu de structure, c'est qu'on imagine de désigner ainsi 1 ou 2 arbres par hectare. Naturellement, au bord de forêt, près du village, ce sera beaucoup. Mais là, on va en choisir 1 ou 2. Et plus loin, on va même inviter la population à y aller pour y trouver des arbres qu'ils ne connaissent pas encore, du même style. Et de manière à couvrir la forêt de manière plus ou moins régulière d'arbres de ce type-là, 1 par hectare ou 2 par hectare. C'est pas énorme. Il faut savoir qu'une forêt en état, disons, en âge de récolte, c'est des arbres de taille de scierie, mais pas trop gros. C'est 200 arbres ou 300 arbres par hectare, et des beaux. Et là, c'est des arbres qui sont même pas beaux. Donc, c'est pas du tout un problème de les mettre de côté, de les laisser tranquilles. Et ainsi, vous avez toute une superstructure de la forêt, ou bien une infrastructure de la forêt, qui soit visible ou pas, qui est en train de prendre place à côté des autres qui font partie de la gestion et qui vont devenir intemporels. Ces arbres vont vivre de toute leur durée de vie possible et mourir d'une manière naturelle. Et là, vous avez en fait une composante de forêt primaire qui se met en place dans une forêt gérée, une forêt avec une intervention humaine, mais il y a une composante de forêt primaire à laquelle on ne touche pas, grâce à l'intérêt que porte la population à cette forêt. Donc vous avez un effet multiple qui permet de pérenniser la forêt et de pérenniser la relation à la forêt. Et une confiance s'établit entre les forestiers et les non-forestiers, et c'est pas peu dire, parce qu'elle n'existe pas très souvent. On est un peu sur l'adage de Morisot, à nouveau, aimer un endroit individuellement et le protéger collectivement, en quelque sorte, quoi. N'hésitez pas si vous voulez réagir. Justement, c'est vrai que le côté intemporel des arbres par rapport à nous, je pense, est important dans cette question, parce que quelle est la temporalité de cette décision ? C'est-à-dire qu'on va prendre la décision de faire ça, ça voudrait dire que le forestier est d'accord, mais qu'en sera-t-il du prochain forestier ? Et en fait, là, on est un petit peu face à la question de l'arbre, il a son temps, qui n'est pas le nôtre. Qu'en est-il de la décision politique de la mairie de faire ça à ce moment-là ? Voilà, c'est juste... Zut. Tu voulais en parler ? C'est mieux que ce soit toi que moi, en fait. Mais en fait, ça rejoint effectivement un peu la question du comment. Mais
Voilà, c'est une question un peu rhétorique. Hein. C'est juste que je pense que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. On va de plus en plus dans cette dynamique-là, mais il n'y a rien qui nous dit que la dynamique ne peut pas se renverser. On en a parlé avec beaucoup d'entre vous, à beaucoup de tables. Il y a beaucoup de dynamiques en ce moment qui s'inversent, qui allaient dans le sens qu'on aurait voulu voir et qui finalement n'y vont pas. Donc, est-ce qu'on est capable, nous, humains, avec notre temporalité, de prendre ce type de décision et de s'y tenir? Alors là, on peut regarder un peu en arrière. Et dans nos populations, dans nos cultures locales d'ici, centrales européennes, mais même partout, établir un pacte, c'est quelque chose de très très fort. Une parole donnée est une parole donnée. Et le forestier qui viendrait après et qui briserait ce pacte, c'est pas léger. Et rentrer de nouveau dans un rapport qui est purement verbal, mais ce pacte, il est aussi cartographié, naturellement. Ces arbres sont fixés par GPS. On a toutes les possibilités maintenant. Mais de revenir, en fait, dans une forme de tenir la parole, ça aussi, c'est quelque chose qui se recultive, qui s'est un peu perdu. Et ça aussi, ça fait partie ensuite de la noblesse du métier du forestier. C'est de reprendre une forêt avec quelques arbres qu'on pourra peut-être appeler sacrés, mais c'est un terme qui ne correspond pas à tout le monde. Les arbres qu'on pourrait appeler protégés, mais qui protègent qui? Finalement, on inverse en fait les situations. Et le forestier qui reprend une telle forêt avec cette charge émotionnelle, avec cette dimension de responsabilité par rapport à des arbres qui sont déjà vieux et qui vont pouvoir devenir le triple ou le quadruple de cet âge, ça fait partie de la remise du flambeau. Et là, je vois la noblesse du forestier plutôt que de celui qui serait parjure. D'accord, donc effectivement, je voulais vous amener sur le terrain des temporalités différentes, puisque ça, c'est pour rester sur l'idée de mémoire, où les Combrétacées, c'est 130 millions d'années, c'est ça ? À peu près, oui, c'est un mardi. les siècles de la déforestation, les décennies de la guerre. Et donc je rebondis aussi sur ce que disait Muriel hier quand elle parlait d'Henri Vincenot, qui s'était fait en fait le chantre de la civilisation lente. En gros, pour lui, c'était la manière de vivre avant le chemin de fer et l'automobile. Et à l'inverse, aujourd'hui, on trouve ça sous la plume d'Armut Rosa qui dit que tout va trop vite, tout s'accélère, etc. Et que pour entrer en résonance avec le monde, il faudrait, et donc éventuellement avec les forêts, il faudrait ralentir. Et donc, je voulais savoir comment vous composez dans votre activité, ou même de façon générale, dans votre façon de vivre, avec cette multiplicité de temporalité. Donc là, on vient un petit peu de l'aborder, mais là, je vous repose la question plus précise. La communication à différentes échelles temporelles, ça me semble être le plus crucial. Donc ici déjà on couvre un large panel de cette temporalité. On ne parle pas aux mêmes personnes, on ne parlera pas aux mêmes personnes. Je pense que ça c'est une chose. Le fait de... Je pense, nous on est vraiment dans la compréhension du passé, dans ce que je fais, pour l'anticipation du futur. Ça veut dire que ça nécessite de percevoir d'office quels seront les risques. C'est quelque chose qui est impossible si on ne discute pas avec les gens. Parce que les risques, ils viennent de plein de choses, ils viennent aussi de beaucoup de nous. C'est pour ça qu'on travaille effectivement à essayer de réduire ça. La communication de ces aspects-là, aux plus jeunes, et puis éventuellement aux plus âgés aussi, mais aux plus jeunes, parce que c'est eux qui, demain, pourront mettre réellement en action les idées que maintenant on est en train d'essayer de développer. Il y a des moyens très simples, en fait, pour ralentir. C'est en fait remettre en œuvre ce que Carl Gustav Jung a nommé l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on porte tous en mémoire toutes les générations humaines qui nous ont précédés. C'est une vraie découverte qu'il a faite, à côté des synchronicités, des archétypes. Ça veut simplement dire qu'on a 500 000 ans de mémoire de chasseurs-cueilleurs, mais il faut comprendre que ces chasseurs-cueilleurs ne sont pas fixes, c'est des nomades
qui avaient des parcours qui étaient toujours les mêmes. Ils traversaient les paysages dans un sens et dans l'autre, comme aujourd'hui on voit ça pour les animaux migrateurs. Chaque espèce a son territoire qu'elle traverse en fonction des saisons. Donc on a vécu comme ça la très grande majorité de notre mémoire profonde. Et de se replonger dans une forêt, ça réactive en fait cette précieuse Madeleine de Proust, qui est beaucoup plus puissante que simplement cette petite pâtisserie d'un petit moment de jeunesse. Et pour mettre ça vraiment en action, c'est retrouver, recréer le rituel, recréer l'habitude. On parlait à table de la puissance des habitudes ou bien de la soumission aux habitudes, la surpuissance des habitudes qui nous soumet à ne plus changer les choses. Ici, c'est très efficace de se choisir un endroit dans la forêt, ce qu'on appelle un site spot, un endroit où on s'assied, à côté d'un grand rocher, parmi les arbres, toujours le même endroit. On s'arrête là, on descend en fait tout le régime et on commence à observer ce qui bouge dans le monde végétal. Les arbres commencent à bouger parce que nous on a arrêté d'être excités, d'être animés, d'être trop mobiles. Ça c'est une première expérience et c'est très intéressant d'observer ce qui se passe lorsqu'on est assis comme ça. C'est pas de la méditation, c'est vraiment quelque chose de très différent, de l'observation, mais là on voit que le temps prend une autre dimension. On pourrait passer une demi-heure, pas de problème. Je pourrais ajouter une demi-heure, pas de problème. Le temps ne joue plus aucun rôle. On est simplement apaisé parce qu'on rentre dans cette immense respiration de la forêt qui est pérenne, en fait, qui n'a pas de limite temporelle. Et un petit plus sur cette expérience, faire revivre quelque chose d'encore plus spécifique de ces 500 000 ans d'expérience intérieure, qui nous rallie à tout ce que nous avons fait avec l'espoir qu'on pourra le faire encore longtemps, c'est de faire un feu. Le feu, c'est le propre de l'homme. C'est dangereux aujourd'hui. Et moi, on en parlait à table aussi. Il faut apprendre à faire des feux les plus petits possibles. Et c'est beaucoup moins dangereux. Je pense qu'il faut apprendre à faire des feux les plus gérés possibles. Bien sûr. Et ils ne sont pas petits si on ne les gère pas. Et ça, c'est aussi une manière de raviver cette ancienne expérience. On a fait le feu pendant 500 000 ans, c'est ce qui nous a distingués du monde animal. Et voilà, c'est comme ça que j'essaye de ralentir. Petite chose sur le ralentissement aussi, effectivement, ça c'est du ralentissement très personnel. Maintenant, en y repensant, effectivement, qu'est-ce qu'on doit ralentir ? Je dis, bon, moi, me ralentir, j'y arriverai pas, je pense. Après, ralentir des activités, ça c'est une chose, mais lesquelles est-ce qu'on doit cibler ? Donc ralentir des exploitations forestières, c'est une chose, mais est-ce qu'on doit ralentir celles des gens qui en ont besoin pour vivre ? Ou est-ce qu'on doit ralentir celles exclusivement de l'industrie de la pâte à papier pour faire des magazines ? Est-ce qu'on doit... c'est pas du tout... C'est pas d'attaque contre pour la science, non ? Absolument pas contre les formats... donc voilà. Mais voilà, la question de qu'est-ce qu'on ralentit et comment on le ralentit. Est-ce qu'on ralentit la recherche ? Je dirais non, surtout ne faites pas ça, mais on est loin d'être dans les priorités de ces aspects-là. Donc non, les exploitations passeront certainement en premier. Bon voilà, je pense aussi à la question de qu'est-ce qu'on doit ralentir, qu'est-ce qu'on peut ralentir, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a strictement pas la main. Et il y a cette inertie aussi qui fait que le mouvement engagé continue, donc nous envoie dans cette direction-là. Bon, voilà. Christian, est-ce que tu veux réagir ? Je vais vous évoquer une chose qui m'arrive de temps en temps. Les chênes que j'achète sont volés, pris aux Chinois. Parce que tous les chênes de ma région partent en Chine. Et lorsque moi, on m'en propose, je paye mon dû, on me livre, et je signe un papier comme quoi je certifie que je ne les revendrai pas. Et c'est un gros problème pour les scieurs de ma région qui n'arrivent plus à acheter, tellement les prix sont devenus hauts. Alors quand ils arrivent à un petit lot et à me le garder, ils en gardent aussi pour eux, mais ils sont presque pris
dans cette machine D'accord. infernale C'est une qui logique, tourne oui. comme une... Voilà, comme donc là, une- c'est plus une question Et qu'est-ce de- qu'il faudrait faire? Je n'ai aucune idée. Sauf qu'il faudrait arrêter ça. C'est vrai que ça, c'est une folie, quoi. Et il y a 25 ans, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les forestiers, les scieurs, ça partait en traverse de chemin de fer, ça partait en bois de charpente, les mérins pour les tonneaux traversent les pays parce qu'il y a des vignobles partout. Bon, il y a une certaine fierté, mais c'était un produit fini, fabriqué, ça restait, les gens travaillaient là. Mais maintenant, envoyer la matière première par conteneur entier pour qu'elle nous revienne sous forme de meubles plutôt laids, non? C'est fou. Voilà. Je ne sais pas si les gens savent ça, parce qu'on ne se rend pas compte de cette aberration totale, quoi. Donc répondre à l'appel de la forêt, ça veut aussi dire acheter des meubles corrects. Sûrement. Non, mais du coup, ça me fait penser à un livre d'Anna Tsing, anthropologue américaine, qui s'est intéressée à un écosystème d'une forêt complètement détériorée dans l'Oregon, où pousse justement un champignon qui prolifère dans ce genre de conditions endommagées. Et c'est le début de tout un cycle commercial qui part au Japon via la Finlande, parce qu'il se trouve que ce champignon est plus apprécié que la truffe au Japon, et donc il y a toute une filière. Et elle y voit une critique finalement du système capitaliste, le mot est lancé, mais c'est un peu ce que vous faisiez à l'instant encore. Oui, tout à fait. Mais il y a une responsabilité individuelle. Muriel nous disait hier qu'elle écrit car elle n'a plus accès à l'enfance, à la relation osmotique du pur présent. Et du coup, moi, ça me fait penser à cette idée plutôt récente de solastalgie, où en fait on voit le milieu dans lequel on vit se détériorer, où on ne reconnaît plus son chez-soi. Et est-ce que c'est valable pour l'expérience de la forêt? Donc pas tout à fait pour le canyon caché derrière chez vous, mais ailleurs, est-ce que ça laisse je pense que ça laisse sans doute. Bah, encore une fois, vous savez les échelles de temps sur lesquelles je réfléchis. Donc sur ces échelles de temps, en fait, c'est quoi une détérioration? On en a discuté déjà avec pas mal d'entre vous, mais je pense qu'on n'est qu'un battement de cils dans l'histoire de ces arbres. Les milieux, ils sont pas stables, ils ont évolué, ils continuent de changer. Les facteurs qui les maintiennent et les facteurs qui les ont amenés à être ce qu'ils sont changent aussi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas ce qu'on a vu par le passé et n'est pas ce qu'on verra demain. Donc, je comprends qu'on ait envie de maintenir quelque chose parce qu'on le voit se détériorer et qu'on a causé une partie de cette détérioration. Il y a un côté culpabilité là-dessus, si soyons honnêtes. C'est vraiment des vraies questions. C'est un truc qu'on a évoqué, je suis désolée, j'envoie. Il y a un truc qu'on a évoqué avec certains d'entre vous. On a littéralement enlevé de milieu naturel tout un tas d'animaux qui étaient là avant. Donc je ne sais pas si vous savez à quoi ressemblent actuellement les grands herbivores en Amérique latine. Ben, vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Mais il y en a eu. Et en fait, quand je vous ai montré des plantes à épines, tout ça, on a des plantes à épines comme ça en Amérique latine. Donc qu'est-ce qui se passe avec ces écosystèmes-là? Ben, c'est des écosystèmes où les animaux avaient façonné ces systèmes-là. On enlève les animaux des systèmes. Finalement, les plantes qui n'ont plus besoin de se défendre, eh ben, elles commencent à gagner. Donc nous, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on a enlevé les animaux. Alors, option 1, ben, on en remet. Mais alors, on ne peut pas remettre les mêmes, ils n'existent plus. Donc, est-ce qu'on essaie de remettre des animaux qui ressemblent un peu dans leur comportement? Alors, est-ce qu'ils vont le maintenir, ce comportement? Je ne sais pas. Bon, c'est une question. Bon, il y a une autre option, parce qu'on a un peu peur de faire ça quand même. On se dit que c'est moyen une bonne idée, mais ça pourrait. Alors, l'autre option, c'est est-ce qu'on fait les herbivores, nous? Parce que si on sait comment ils agissaient, ces herbivores, alors peut-être qu'on peut essayer de faire la même chose. Bon, il y a plein d'autres questions comme ça. Et en fait, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Ben non, il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est d'excellentes questions, définitivement. Donc c'est pour reconstituer des écosystèmes? C'est pour le maintenir. En fait, parce qu'on sait que maintenant qu'on les a enlevés, ces herbivores, le système ne va pas pouvoir se maintenir comme ça. Les espèces qui étaient maintenues par ces herbivores, elles ne vont pas... Alors combien de temps ça prendra? Peut-être bien plus que nous pour disparaître. Mais est-ce qu'on doit le maintenir? Ou est-ce qu'on doit juste laisser les choses faire telles quelles? Il y a un peu de culpabilité là-dedans. Du coup, ça me fait penser à cette jolie histoire, qui a sans doute un peu ses travers, mais de la réintroduction du loup
dans le parc de Yellowstone, qui a complètement changé les paysages forestiers, pour le coup, en modifiant le comportement des herbivores qui avant se régalaient des jeunes pousses en lisière et qui maintenant ont un peu les chocottes, pour prendre un vieux terme, et finalement se réfugient au cœur de la forêt et laissent tranquille la forêt, les petits arbres, et le paysage a complètement changé, quoi, grâce au loup, qu'on a réintroduit comme... Et c'est pareil pour la forêt la forêt en Pologne dont on a parlé plein de fois. Il se passe la même chose tout autour, avec les loups et avec les cerfs et avec les plantes. Il n'y a pas des bisons aussi qui jouent là-bas? Si, en fait, il y a plein de choses. Oui, qu'est-ce que la solastalgie, les dégâts ou les dommages faits à la nature, comment les réparer? Tout d'abord, il faudrait aussi essayer, avant d'en arriver à faire disparaître certaines espèces animales, essayer de ne pas détruire la richesse des milieux végétaux qui sont déjà à disposition. Les forêts qui se sont peu à peu mises en place, et des forêts donc secondaires. En Europe, il n'y a plus de forêts primaires, sauf très très peu, dont on a un peu parlé. Chaque fois qu'on remplace une forêt mixte, feuillue, avec un peu de résineux, peut-être, ça dépend de la région, même peut-être avec des marécages, par une forêt artificielle plantée, on transforme un milieu naturel où le partenariat est en fait la règle, où la symbiose est la règle. On sait très bien comment ça fonctionne au niveau des champignons, mais c'est toujours des profils forestiers, des associations forestières. Certaines essences d'arbres aiment bien pousser avec d'autres essences d'arbres, et toute la végétation du sol, elle correspond à ce milieu, à la géologie, au climat local. Donc on a vraiment un ensemble fonctionnel qui est optimisé par toute l'évolution, par toute la coévolution. Et lorsque maintenant vous rasez une telle forêt, vous la remplacez par une plantation, en général c'est par une seule essence, une plantation monospécifique. En général c'est des résineux parce que c'est les arbres les plus faciles à travailler en scierie. Vous passez d'un système symbiotique, partenariat, basé sur le partenariat, à un système où la concurrence est devenue la loi absolue. Tous ces arbres en monoculture sont de la même espèce, sont du même âge, ont le système racinaire au même niveau, en train de se battre pour la même eau, pour les mêmes sels minéraux. Et ces arbres sont carencés par programme. Ils sont carencés parce qu'ils ont tous besoin de la même chose, ils ne peuvent pas se partager indéfiniment les mêmes ressources, alors qu'en mélange, il n'y a pas de ce type de carence. Et là, toute la faune est complètement effondrée parce que vous n'avez jamais autant d'oiseaux dans une forêt, même plus du tout, en monoculture qu'une forêt mixte. Et ce qu'il faut savoir, c'est un peu mon cœur de métier, c'est que les qualités des bois ne sont jamais les mêmes dans une plantation artificielle que les mêmes espèces en mélange avec d'autres. Jamais vous n'aurez du bois de résonance pour faire des violons issus d'une plantation. Ça n'existe pas. C'est seulement dans des forêts naturelles, en mélange avec d'autres essences, dans certains endroits, qu'on obtient ces qualités suprêmes. C'est le nec plus ultra du bois, de devenir du bois de résonance pour faire des violons, des violoncelles, des guitares. Voilà ce qu'on devrait déjà considérer au début, c'est arrêter de transformer des forêts naturelles en forêts artificielles, parce que les forêts naturelles produisent même plus de bois sur le long terme que les forêts artificielles sur le court terme, avec des qualités meilleures. Voilà, c'est peut-être aussi un aspect. Christian, tu prends toujours tes chênes dans des forêts naturelles, jamais dans des... C'est pour être sûr. Je connais une forêt de chênes qui a été plantée. Là où j'ai montré le pré de l'entre-deux, les propriétaires donc ont débarrassé tous les chênes tombés et ils ont planté des glands qu'ils ont arrosés pendant des années. Donc j'évoquais ce matin. Et les chênes ont grandi, ont poussé. Au début, avec mon épouse, on est allé quelques fois. Les chênes, ils avaient du mal les premières années, on peut imaginer, dès qu'il y a un peu de sécheresse. Et maintenant, c'est devenu des arbres magnifiques. Et là, il y a vraiment une très belle opération de... Mais c'est la seule forêt de chênes plantée que je connaisse, je ne sais pas si mais semée, mais en une vraie forêt, quoi. Mais sinon, oui, c'est une régénération naturelle. Enfin, dans ma région, ce n'est que de la régénération naturelle. C'est un peu une question en aparté que je me suis posée hier, parce que Ernst, tu as dit que finalement l'état basal de
de la végétation, c'est la forêt. Donc finalement, imaginons qu'on va créer une forêt primaire, est-ce que le plus simple, c'est pas de laisser un terrain tout nu et de laisser faire ? Le terrain tout nu, il est jamais là. Disons, le terrain tout nu, c'est à cause de nous qu'il est tout nu. Depuis le retrait des glaciers, c'était de la forêt tout de suite. Dès que c'est possible, c'est la forêt qui s'installe. Donc on ne va pas couper la forêt pour avoir de nouveau un terrain tout nu pour que tout recommence. Il faut laisser cette forêt un peu tranquille. Peut-être il y a des glaciers qui reculent, si ça se trouve, ça va se faire tout seul. Hein. Oui. Mais est-ce que je peux rebondir sur cette c'est l'idée notion de cette table ronde, c'est de rebondir tout le temps. Voilà, on joue du ping-pong. Bien sûr, il y a des forêts plantées de chênes, mais c'est bien plus juste de planter du chêne dans un endroit à chêne que d'y planter des résineux qui n'ont rien à y faire. Et là, c'est intéressant lorsqu'on fait appel à la vie animale pour faire ça. C'est pas simplement les humains qui vont semer des glands de chêne. J'ai des collègues sylviculteurs qui ont une idée géniale. Ils invitent les écoles à aller récolter les glands de chêne. Ça les fait sortir en forêt. C'est une expérience en forêt magnifique. Ils reviennent avec des kilos de glands de chêne en ayant exploré toute la forêt sous les vieux chênes. Et ces glands, ils les mettent dans des petites cagettes en bois posées sur des souches pas trop à ras du sol, mais à 1,50 m de haut. Ces cagettes sont naturellement fixées sur ces souches dans lesquelles sont les glands et on laisse faire. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est les jets des chênes qui viennent s'occuper de ces glands. Ils ne viennent pas pour les manger tout de suite, ils viennent pour les ingérer plusieurs à la fois et ils vont les enterrer ici et là, pas n'importe où, à des endroits particuliers. Et ils font tellement bien leur travail qu'ils en font beaucoup trop pour leurs propres besoins. Et c'est les meilleurs endroits pour la régénération du chêne. C'est là-bas que ça marche bien. Là, on prend un peu d'avance sur les conversations d'octobre sur les animaux. Mais... Voilà, donc faire appel à la faune est toujours intéressant. Et puis ça permet de l'observer aussi. Et imaginez pour les enfants d'avoir récolté les glands, puis ensuite avec les jumelles de regarder les jets venir se servir et créer la nouvelle forêt. Je peux rebondir. Pardon. Rebondis aussi. C'est juste que c'est vrai que laisser ou faire autre chose ou tenter quelque chose, il y a des endroits où on a, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout éclaté. Donc il y a quand même des propriétaires ou des organisations qui se disent « Allez, on va essayer des trucs ». Et petit exemple de ça, à 10 km, un peu plus, à 1 heure de Montpellier, il y a comme ça ce type de forêt, donc c'est des forêts de hêtres, mais il y a des zones qui ont été récoltées, donc il n'y avait plus grand-chose. Donc alors je sais plus, je sais pas quelle organisation avait fait ça, parce que j'oublie, mais ils ont fait des tentatives. Ils ont dit, tiens, on va essayer de planter ce type d'essence-là, des mélanges, des choses un peu comme ça. Tant que c'était pas des tentatives risquées, il n'y avait pas de risque écologique à faire ces essais-là. Et donc, notamment, ils ont essayé de planter des séquoias. Donc nous, on voit sur le plan, on dit « Oh, il y a des séquoias !» On va visiter avec des collègues parce qu'on voulait y amener les étudiants. Des séquoias. Alors, des séquoias qui avaient été plantés il y a 10 ans. Donc, d'après vous, un séquoia planté il y a 10 ans, à 1 km de Montpellier, il fait quelle taille ? Ouais, pas loin, ma taille en fait. Donc oui, c'était pas très haut, quoi. Quand même pas loin, t'es bien. Donc c'était on fait des tentatives. Ça, c'était pas très fonctionnel, effectivement. Mais bon, voilà, c'est là. Donc après, il y a des tentatives comme ça. On essaye de. Bon, est-ce qu'il y avait un raisonnement derrière, sûrement. On peut essayer d'aller vers des choses qui peuvent être un peu mieux que ce qu'on a fait par le passé, sans que ça soit parfait, mais en allant vers quelque chose d'un peu mieux que simplement faire de la monoculture et des couverts forestiers un peu plus mixtes. C'est le problème des séquoias pluricentenaires, c'est que ça met des siècles à pousser, quoi. Je voulais revenir sur Francis Allais, dont l'ombre plane un peu ici. Et en gros, c'est lui qui a créé le radeau... Pardon ? L'ombre et la lumière, le sous-bois. Francis Allais, le sous-bois. Ok. Qui donc a créé le radeau des cimes. Et en fait, il considère que c'est ce qu'il a fait de plus fructueux sur le plan scientifique, mais aussi de plus amusant. Ça, c'est un facteur important. Et surtout, ça l'a aidé à décentrer le regard sur la forêt, du haut vers le bas, plutôt que du bas vers le haut. Et justement, selon vous, est-ce que ce changement de regard qu'on doit porter sur la forêt peut avoir des conséquences plutôt favorables, par exemple? On est toujours dans l'idée de on va sauver les forêts, quoi. Alors,
je réfléchissais vraiment à cette histoire de fructueux, pardon, ce qui m'a fait complètement déconnecter de la question initiale. Donc je vais peut-être redemander la question initiale, mais il y a quand même quelque chose par rapport à cette création qu'a fait Francis et par rapport à ce radeau et par rapport à ce qu'il a fait de fructueux. Et je pense qu'il a fait des choses bien plus fructueuses que ça. Mais et plus amusantes. Fructueuse dans il y avait le les sens... deux aspects. Hein. Oui, voilà. Et c'est lui qui le dit, hein. C'est une citation. Hein. Oui, mais en fait, je pense qu'il n'a pas conscience de vous, ici, en fait, qui est en fait une partie de tout ce qu'il a fait aussi. Et je vois des générations qui se sont succédées après la vision qu'il a permis d'amener des plantes et de leur structure. Et tout ce qui en a découlé, pour moi, c'était définitivement ça le plus fructueux. Mais bon, ça, c'est mon avis. Et donc, pardon, la question initiale était la question initiale, est-ce que de changer le regard, donc ça peut être via la science, mais ça peut aussi être via des œuvres d'art qui vont susciter de l'émotion et interpeller sur les arbres, sur les forêts, sur les bois. Est-ce que ça peut, j'ai un peu l'idée, j'ai un peu la réponse quand même, est-ce que ça peut aider à favoriser la protection ? En fait, j'avais répondu. Je n'ai pas dit le contraire. On peut l'espérer. Francis Allais, effectivement, a eu cette idée du radiocécisme qui a ouvert, en fait, la voie à beaucoup de découvertes dans la canopée des forêts tropicales en particulier. Mais la dernière chose, et là je rejoins volontiers Artémis, est peut-être encore plus intéressante, non tout aussi intéressante, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que de découvrir encore plus de biodiversité, mais c'est son dernier livre, La beauté du vivant. Grâce à son expérience d'artiste, mais ce n'est pas un artiste simplement basant son travail sur la fantaisie, c'est sur l'observation de l'essentiel des arbres. C'est très difficile de dessiner un arbre avec très très peu de traits, de manière à ce qu'on le reconnaisse. Il faut énormément de connaissances pour arriver à l'essence d'un arbre, pour le représenter de manière à ce qu'il soit reconnaissable entre beaucoup, y compris la structure architecturale. Donc lui, comme artiste qui n'a jamais arrêté d'observer, de dessiner, d'exprimer sa perception de l'essence de ses essences, associé à son travail de scientifique, combien de thèses est-ce qu'il a encadré, ça n'a pas cessé, c'était plusieurs en parallèle, année après année, en plus de son propre travail de recherche, regardez les publications, mais pas seulement, les livres naturellement. C'est la découverte, en fait, grâce à cette expérience vraiment personnelle, que le fil de l'évolution, de cette coévolution au travers des millions d'années, il a vraiment tous les outils nécessaires pour observer comment les choses ont évolué. Et lui a vraiment fait la découverte que le fil majeur de l'évolution, c'est pas la victoire des plus forts, c'est pas la victoire de ceux qui s'adaptent le mieux. C'est une évolution qui mène vers toujours plus de beauté, la beauté du vivant. Et la beauté étant un fil conducteur à travers toute l'évolution. Simplement passant des résineux aux feuillus. Les résineux ont 1 million d'années de plus d'ancienneté que les feuillus qui sont venus plus tard, qui sont beaucoup plus modernes. Et là, c'est intéressant d'employer ces termes. La modernité au cours de l'évolution. On peut les interroger aussi. Et là, ça a explosé en biodiversité de 700 essences de résineux. Brusquement, il y a 70 000 essences de feuillus qui apparaissent. Et avec les fleurs, avec la profusion, avec encore beaucoup plus de coévolution avec les animaux, les insectes, les oiseaux, etc. Et là, de reconnaître qu'en fait, la logique du tout, c'est vers toujours plus de beauté. Et non grâce à une implacable lutte pour la survie qui aurait eu lieu dès le début. Et ça, c'est vraiment majeur. Lorsqu'on aura vraiment réalisé l'importance de cette découverte, on va fonctionner autrement avec nos semblables et avec le vivant. Okay. Comme disait Sartre, l'existence précède l'essence, quoi, mais de l'arbre. Je ne pense pas que la guerre s'oppose à la beauté. Mais bon, ça, c'est pas ces guerres-là. Et j'avais aussi posé la question autour de l'émotion et des œuvres d'art. Donc je pense que ça s'adresse un tout petit peu plus vers toi.
pour faire passer un message, pour alerter, pour... Je me méfie des messages pour alerter. Ils ne peuvent pas être revendiqués comme tels, mais ils peuvent se faire... Oui, ça peut se faire... Non, je me méfie vraiment des messages, des artistes qui portent des messages, ou leur œuvre. C'est ce que j'ai rompu à un moment. Je trouve que c'est à la fois assez facile. Il suffit de rentrer dans le mouvement du moment. Ça donne bonne conscience. Tout le monde est d'accord. Ça fait un consensus automatique dans les milieux écologistes et de gauche. Mais ça n'a fait, à mon avis, ça ne fait rien avancer. D'accord. Pour revenir sur... De plus. Mais j'ai une question. C'est pas une question. Vous avez vu les deux photos en Ardèche où j'ai installé des œuvres. C'est là où nous avons une maison et un atelier. En 20 ans, j'ai vu ce paysage complètement changer. Mais complètement. Et naturellement, parce que personne n'intervient. Et est-ce qu'il faut toujours intervenir, quoi ? C'était cultivé en terrasse de la rivière jusqu'au en haut des crêtes. C'était un travail colossal, je veux dire, d'Égyptiens, de Romains, comme on pourrait dire. Chaque parcelle, même grande comme cette estrade, il y avait 3 pommes de terre. Enfin, tout était cultivé. L'eau était dirigée, les chemins étaient empierrés. Enfin, c'était incroyable. Et maintenant, c'est en gros que du chêne vert. Et puis, est-ce que c'est une forêt ? Oui, ça prend des hectares et des hectares et des hectares. Ça prend le pas sur tout, parce que les châtaigniers sont en train de mourir, il n'y en a pratiquement plus. Les sangliers sont partout. Donc ça donne on peut voir sur 10 ans une évolution, un changement du paysage, mais incroyable, sans que l'homme intervienne. Et pour quel avenir ? C'est sur ce constat que si éventuellement vous avez des questions à nous poser, comme la question, la première est toujours la plus difficile à poser, je ne vais pas dire que j'en ai reçu une par courrier, mais j'en ai quand même une qui m'a été adressée à vous par mon intermédiaire. On dit que les poutres, les chênes qui ont servi aux poutres de Notre-Dame ont été coupés des nuits sans lune. Est-ce que ça a un sens d'avoir fait ça ? Et pourquoi ? Je ne le sais pas. J'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou une réalité. Aucune idée. On a dit tout à l'heure ou hier, quelqu'un m'a dit, ils ont coupé les arbres de Tronchet pour le Qatar. Peut-être qu'il y a des arbres de Tronchet, mais ils ont coupé, Messilleurs, ils ont donné des arbres. Ils sont dans les Ardennes, ils sont dans le nord de la France. Je crois que beaucoup ont donné de toutes les régions de France en fonction des besoins. Ça, je le sais, j'en suis certain. Juste très rapidement, un constat n'a pas forcément de raison. On a pu juste relater une histoire sans qu'il y ait de raison à ça. Oui, il se trouve que ça avait une chance sur 28, quoi. Il se trouve que ça a été fait un jour un jour sur deux. Il se trouve que j'ai travaillé plusieurs années et je suis encore en train de travailler sur la chronobiologie lunaire, c'est-à-dire l'influence, mais ce n'est pas vraiment une influence, c'est des synchronicités lunaires sur la germination, sur les potentiels électriques, sur les fluctuations de flux aussi, grâce à l'instigation de Francis Allais. Et un domaine spécifique sur lequel j'ai investi beaucoup de travail, parce que c'était du travail avec des collègues forestiers, c'était de tester ces anciennes règles forestières qui sont universelles en fait dans tous les pays, même dans les pays tropicaux. Les gens qui travaillent avec le bois, qui coupent les arbres pour obtenir du bois, disent qu'il faut regarder aux phases lunaires, aux constellations, aux situations lunaires pour obtenir telle ou telle qualité de bois. C'est même un ami issu des cultures amazoniennes qui a fait ensuite sa formation académique aux États-Unis me racontait ça pour la manière dont ils avaient de construire leur maloca. Ils n'allaient pas couper les feuilles de palmier à n'importe quel moment. Est-ce que ça veut dire qu'un chêne va changer de propriété en 15 jours ? Alors c'est justement la question qui est vraiment très intéressante, c'est que on a fait notre grand essai, d'abord avec des travaux de diplôme, on a exploré un peu tout ça. Ensuite, il y a eu un très très grand essai. C'est le plus grand essai d'abattage
d'arbres qui n'ait jamais eu lieu. C'était 600 arbres qu'on a abattus pour tester ces anciennes règles avec tout l'appareillage statistique pour analyser ensuite les données qu'on obtenait en séchant les échantillons et en testant ensuite les résistances à la compression, les changements de densité, les changements de dimension. Au courant du séchage à l'air, ensuite séchage jusqu'à l'état anhydre. Et là, on ne pouvait pas faire avec beaucoup d'essence. On a pris avec l'essence principale d'Europe centrale, avec l'épicéa. Et pour une représentante des feuillus, le châtaignier. Et là, c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu valider avec toutes les garanties statistiques de significativité grâce à une méthodologie, vraiment la pointe de la méthodologie de la recherche sur le bois, que selon la date d'abattage de l'arbre, de l'épicéa ou de châtaignier, une fois c'est un bois qui se laisse facilement sécher, par exemple juste avant la pleine lune, 2 jours avant la pleine lune, et si on abat les arbres juste après la pleine lune, on a fait 48 abattages successifs dans 5 stations différentes réparties sur le pays, eh bien si c'est juste après la pleine lune, donc à une distance de même pas une semaine, vous obtenez un bois qui perd son eau beaucoup plus difficilement, qui reste dense et qui reste en fait hydrophobe, qui n'absorbe plus l'eau alors que le précédent est comme une éponge. C'était une découverte magnifique qui ne se laisse expliquer que par les nouvelles découvertes sur l'eau. Là, j'aimerais évoquer le nouveau changement de paradigme concernant l'eau. C'est le 4e état de l'eau que les conférences, disons, rassemblées par Gerald Pollack ont permis d'élaborer. On en est à la 15e conférence sur cette nouvelle manière de voir l'eau. Et c'est grâce à cette nouvelle conception de l'eau qu'on comprend maintenant pourquoi l'eau, une fois s'attache au bois, est difficile à extraire au séchage, et une fois, elle est moins fixée au bois et facile à extraire. Voilà donc les anciens, la charpente de Notre-Dame. Il y a encore des choses intéressantes à y trouver. Dire que l'évolution nous mène systématiquement vers le beau, ça pose quand même 2 questions. D'abord, qu'est-ce que le beau, 1 ? Et 2, n'est-ce pas une vision téléologique ? À mon avis, une manière de répondre, c'est de parcourir ce livre et de voir un peu quels sont les éléments de l'argumentation de Francis Allais pour arriver à cette conclusion. En tout cas, moi-même, ça m'avait assez frappé et convaincu. Et une des anecdotes qui est dans la préface à ce livre, c'est que l'une des visions du monde vivant les plus insupportables pour Darwin, c'était le paon qui fait sa roue. Imaginez la profusion de couleurs, de chatoiements, mais c'est impossible pour Darwin. Il l'écrit lui-même, il ne supportait pas de voir le paon, à tel point ça lui ruinait sa conception du sens de l'évolution. Après cette idée. Très largement. Pardon ? Ça a été résolu après, cette idée de pan. Ça s'appelle de la sélection sexuelle, quoi. Oui, n'empêche que Darwin était entièrement dans cette logique-là. Il savait aussi de quoi s'agissait avec la sélection sexuelle. N'empêche que ce pan, c'est comme le cerf, par exemple, la ramure du cerf. Il n'y a rien de pire pour un animal forestier d'avoir un appareil pareil sur la tête, qu'on doit refabriquer chaque année. Il y a quand même des choses qui sont difficiles à expliquer simplement avec des notions d'économie d'énergie. Ça, c'est ma vision personnelle, mais je pense que Francis Allais la partage aussi. Après, les cerfs avec les plus gros bois, ils se sont notamment éteints pour ces raisons-là. Le mégacéros, très moyennement fonctionnel. Le simple fait qu'en fait, tout est tendance à aller dans une direction ou à changer, bifurquer, et que ça crée de la diversité, moi, c'est ça que je trouve beau, parce que c'est les processus qui m'intéressent, finalement, et la résultante qu'on en voit en sortie. Après, trouver ça beau ou pas, je pense que c'est extrêmement subjectif. Je pense que mon avis de botaniste sur la question est clair. Je trouve que toutes les plantes sont magnifiques. Oui, puis le beau, ça va être une église romane ou une église baroque ? Parce qu'on a beaucoup parlé des forêts primaires, des forêts tropicales. Et qu'en est-il des forêts urbaines qui sont... Super. Excellente question. Je pense qu'elles sont très très importantes, ces forêts urbaines, en fait, et de plus en plus. Alors, forêt.
encore une fois, en faisant attention à la définition, sans trop m'avancer dans la définition et accepter qu'on parle de peuplement d'arbres urbains. Je pense que c'est vraiment, vraiment crucial et on le sait de plus en plus. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas d'en mettre, c'est d'en mettre de façon raisonnée et réfléchie. Ouais, c'est des écosystèmes qu'il faut mettre. Alors, par exemple, et en plus, dans notre production d'arbres à visée urbaine, on fait du gâchis absolu. Actuellement, les pourcentages de survie estimés des arbres en ville sont critiques. Qui dit moins de 50 ? Ah, les devinettes. Moins de 50, ok. Moins de 25 ? Ouais, bon, c'est de survie, ouais. Bon, c'est entre 50 et 0%. Voilà. Donc les estimations varient énormément, mais tout ça vient en grande partie de la gestion qu'on en a fait initialement. C'est des travaux qu'on fait actuellement pour essayer de faire passer le message, et nous avons nos collègues qui font ça. Mais voilà, je pense que c'est important, il faut qu'on conserve ça parce que on en a besoin, nous, c'est des services énormes en fait. Donc c'est une chose, mais à côté il y a un gâchis qui est démentiel. Donc c'est un gâchis de ressources économiques, de ressources vivantes et de ressources humaines aussi, parce que tout ça c'est quelque chose qui demande énormément de travail en fait. Donc voilà. On va surveiller la forêt qui est en train d'être plantée devant l'hôtel de ville à Paris, quoi. Totalement, absolument. Enfin c'est peut-être déjà trop tard. Là, en ce moment il y a encore des barrières, mais c'est en train de... Et je crois qu'elle doit être inaugurée demain en fait. Il faut aller surveiller dans les pépinières. Donc c'est déjà trop tard. Non, en fait, il y a plein de raisons. Il y a des raisons de conduite en pépinière. C'est un petit peu comme si on les nourrissait, on les choyait pendant super longtemps pour qu'ils poussent le plus rapidement possible, et puis d'un coup, voilà, et d'un coup, après, on les balance dehors. Allez, bonne chance. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est qu'il y a effectivement, au moment de l'extraction, des fois, des vraies pratiques brutales qui... On coupe les racines, exactement. Les pauvres oliviers que je vois de temps en temps. Voilà. Donc c'est un ensemble de facteurs en fait. Il y a beaucoup de choses, mais ouais, je pense que c'est vraiment, il faut aller dans le. C'est un manque de communication en fait à la base. C'est juste que les pépiniéristes ne discutent pas avec les chercheurs, qui discutent pas avec les urbanistes, etc., etc. Et c'est ce manque de communication qui entraîne ces problèmes. Voilà. On essaie de connecter. On imagine toujours des arbres simplement, mais en fait, la forêt c'est des arbres et les lianes. Et en fait, c'est vrai que c'est très très difficile de mettre encore plus d'arbres dans les villes parce qu'il n'y a pas d'espace disponible au niveau des rues. Mais il y a énormément d'espace vertical, disons, des surfaces verticales. Horizontales, c'est difficile, mais verticales, c'est toutes les parois des maisons. Et si on regarde un arbre, comment il fonctionne, c'est encore une fois cette sylvosphère, cette enveloppe de l'arbre. Et c'est très facile d'envelopper les bâtiments avec des lianes. Et un livre aussi encadré par Francis Salé vient de sortir il y a 2 ans sur 200 espèces de lianes qu'on peut utiliser pour végétaliser les façades. Donc c'est pas seulement du lierre, c'est de la vigne, c'est du houblon pour ceux qui préfèrent la bière, c'est des kiwis, c'est fabuleux comment pousse le kiwi, on peut faire des tas de choses, c'est aussi floral. Et pour faire fonctionner ces végétalisations, il n'y a pas besoin d'utiliser l'eau du réseau qui est en fait potable. Il suffit de récolter l'eau de pluie. On a déjà les appareils de récolte d'eau de pluie à disposition, c'est les toits. Donc avoir des bassines et qu'on utilise cette eau pour végétaliser les façades. Et les lianes ont beaucoup moins besoin de volume parce qu'elles vont chercher l'eau sans avoir besoin d'être autoportantes. Elles n'ont pas besoin d'avoir un système racinaire symétrique qui arrime l'arbre, qui doit résister. La liane s'accroche à autre chose. Et autre chose, c'est les bâtiments. Donc là, on a un potentiel magnifique à mettre en valeur que par endroits, on voit déjà à l'œuvre. S'il vous plaît. Juste par rapport à toi, juste pour répondre 2 secondes, je pense qu'effectivement, végétaliser les villes avec du houblon est une excellente idée. Justement, comment s'appelle ce livre dont vous parlez, qui recense ces 200 espèces Elle s'appelle Schnitzer, Muriel Schnitzer ou quelque chose, Schnitzer. Et un autre, c'est Fabuleuse liane ou quelque chose comme ça. C'est pas Éloge des lianes Éloge des lianes ou bien, chez Actes Sud. Surtout si c'est du Francis Salé, on fait Éloge C'est du Francis Salé, vous mettez quoi. préface Francis Salé. C'est lui qui produit tout ça, qui encourage tout ça, c'est magnifique.
On a mis tellement de temps déjà à accepter le lierre. Alors comment on va accepter toutes ces lianes Oui, c'est juste, c'est une question d'architecture aussi. Il ne faut pas imaginer qu'on va faire comme le lierre jusqu'à aujourd'hui, où il s'agrippe au mur et c'est impossible de s'en débarrasser ou bien le détacher. C'est penser l'architecture pour avoir un maillage amovible le long duquel peuvent pousser ces lianes, et de préférence pas métalliques et ni en substance synthétique, mais par exemple en chanvre. Le chanvre est une résistance exceptionnelle. C'est la fibre qu'on utilisait pour faire les voiles et les cordages de marine. Ça résiste à la corrosion de l'eau salée. Il n'y a rien de meilleur que le chanvre. Donc imaginez un maillage qui est fixé à une certaine distance de la façade, qu'on peut même enlever pour des traitements de face, pour accéder à la façade, et le remettre avec la liane qui est naturellement flexible par rapport à ça. Donc il faut aussi naturellement y penser au niveau de l'architecture. Que pensez de ces initiatives qui se multiplient d'écoles à la forêt, en forêt? Oui, on en parle de plus en plus. C'est effectivement une tendance qui est très très vivante en Europe du Nord, en Finlande, au Danemark. On a parlé de ça à table aussi dans les régions germanophones, germaniques ou scandinaves. Le rapport à la nature est différent. Et là-bas, il y a vraiment, aussi inspiré de ce qui s'est fait sur la côte ouest d'Amérique du Nord, cette idée du seed spot dont on parlait avant, c'est vraiment inspiré par la tradition indienne qui vient de très loin en arrière. Et maintenant, c'est vraiment un mouvement un peu parallèle au Shinrin-yoku, ces bains de forêt japonais. Mais ici, c'est vraiment pour faire l'école à la forêt le plus tôt possible. Et moi, j'ai dit, le plus tôt possible, c'est même avant la naissance. Si vous allez avoir un enfant, vous allez devenir maman, vous allez déjà en forêt avant la naissance, parce que l'enfant entend déjà chanter les oiseaux, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle des canapés forestiers, qui sont installés pas trop loin de l'école, ou bien ça peut se faire aussi sous les arbres du préau, tant qu'il y en a encore, parce qu'on a malheureusement beaucoup enlevé d'arbres dans les préaux aussi. Et là, c'est l'idée de sortir une demi-journée par semaine, ou bien une journée totale. Il y a des écoles qui sont entièrement dehors, été et hiver. Les champions du retour à la nature, et c'est des enfants complètement épanouis. Imaginez le niveau de santé qu'ils ont. Et il existe des manuels, 200 matières à enseigner en forêt, mathématiques, biologie, naturellement, tout ça c'est disponible, il suffit d'observer et d'utiliser ce que la forêt offre. Donc on a un très bel avenir de reconnexion à la nature au travers de ces écoles à la forêt. Voilà, donc répondez à l'appel de la forêt et emmenez vos enfants et votre entourage. Oui. Une dernière question. Je voulais vous rassurer, on va vers le fait de paysager les cours d'école. Il y a des aides que la préfecture donne aux maires. Justement, on a des aides pour les végétaliser à la demande des parents, beaucoup, puisque les parents d'élèves, c'est des choses qu'ils réclamaient avec le réchauffement. On ne peut pas toujours, parce que c'est dangereux de mettre des parasols, on ne peut pas toujours fixer des bâches. Donc en fait, on a aidé les maires des petites communes pour végétaliser nos pas. Il y a quand même des choses qui avancent. Et je voulais dire aussi, par rapport à ce qui avait été dit sur le fait quand il y a des pactes entre les forestiers et éventuellement les habitants, je pense que même si certains après reviendront dessus quand ça changera, le tout c'est de toujours de le faire parce qu'il en restera toujours quelque chose. Et si on doit attendre, se dire que tout doit marcher à 100%, on fait jamais rien. Je pense qu'il faut quand même faire les choses. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. On essaiera autre chose. Mais le tout c'est de rester dans l'action, je crois, et essayer d'avancer. Puis comme l'évolution, un petit pas après un petit pas. Voilà.